Il y a un an, on parlait du fait que le Barça pouvait être en faillite, on parlait du fait que la survie du Barça pouvait être menacée, et maintenant, ça parle de signer Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que le Barça a de nouveau de l'argent? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Ça fait plaisir de prononcer à nouveau cette intro. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas sorti de vidéo, tout simplement pour être très transparent. Je crois que j'ai fait un peu une overdose de football. Ça peut être très usant de suivre le football comme ça au quotidien, surtout quand vous devez produire du contenu et j'avais plus vraiment envie de faire des vidéos. Et je me suis dit que comme à chaque fois tout ce que j'ai fait sur la chaîne, je l'ai fait avec le cœur, c'est pas maintenant. J'allais commencer à faire des vidéos à contre-cœur, mais maintenant je crois que la motivation elle est vraiment pleinement là à nouveau. Ce sujet, je brûlais d'envie de vous en parler, alors c'est bon, je suis de retour et ça me ferait vraiment très plaisir. Alors il y a cette question qui émerge sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de monde qui se la pose et plusieurs réponses aussi qui sont tout simplement fausses de ce que j'ai vu. Comment est-ce que le Barça a fait pour signer à nouveau des joueurs? Parce qu'il y a Christensen qui est arrivé, il y a Kessié, il y a Rafinha qui a coûté vraiment beaucoup d'argent, ça parle de Koundé, Koundé coûte aussi vraiment beaucoup d'argent, Bernardo Silva, Lewandowski. Comment est-ce que le Barça fait alors qu'il y a un an, tout le monde savait que c'était catastrophique comme situation financière, la situation dans laquelle le Barça se trouvait? Bon, alors pour répondre à cette question, on va juste faire un rapide retour en arrière d'un an. Le Barça, il y a un an, il avait 3 problèmes économiques majeurs. Une dette immense, 1,3 milliard d'euros. Et surtout, il y a une partie de cette dette que le Barça n'était pas en capacité d'honorer avant le 30 juin. Le 30 juin, c'est la date à laquelle il fallait rembourser certaines parties de la dette. Le Barça ne pouvait pas faire face à ses obligations. Et là, il y avait un risque de faillite qui était vraiment existant. 2, un problème de liquidité. Il n'y avait plus d'argent pour subvenir aux besoins courants du club, pour réaliser les opérations courantes de la vie quotidienne du club. Le Barça avait par exemple dû s'endetter pour payer les salaires et d'autres charges de juin et de juillet. 3, le Barça avait un gros problème de masse et de limite salariale. La limite salariale, c'est une limite que la Liga fixe régulièrement 2-3 fois par année et elle regarde les comptes de chaque club, notamment les revenus, et elle dit ok, en fonction de votre situation économique, ça c'est le montant maximum que vous pouvez dépenser en salaire. Vous ne pouvez pas dépenser plus. Et le problème, c'est que le Barça surpassait cette limite salariale. La masse salariale était plus importante que la limite salariale. Et ça a fait que ça a été très difficile pour recruter. Le Barça a été assujetti à la règle des 1/4. J'en parlerai en fin de vidéo. Et ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu garder Messi. Donc ça, c'était il y a un an. Un an plus tard, où est-ce qu'on en est sur ces 3 piliers qui vont être les 3 axes qu'on va observer dans cette vidéo? Concernant la dette, les dirigeants du Barça ont réussi à transformer une dette qui était une dette à court terme en une dette à plus long terme. En tout cas, une partie de la dette à court terme en une dette à plus long terme. En gros, ils sont allés voir les organismes auxquels ils devaient de l'argent au 30 juin 2021 et leur ont dit « On n'est pas en capacité de payer, il faut que vous nous accordiez plus de temps. Comme ça va un peu relâcher la pression et on aura cette fois le temps de voir venir. » Donc ça, c'est pour une partie de la dette. Mais il y avait une autre partie de la dette, notamment auprès d'un organisme comme Allianz, qui n'était pas transformable parce qu'il fallait payer au 30 juin 2021. Le Barça n'avait pas l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endettés davantage auprès cette fois de Goldman Sachs à hauteur de 595 millions pour pouvoir payer cette dette à court terme. Du coup, la dette au 30 juin 2021, ça a été réglé. Le Barça n'était plus en danger de mort. Et là, ils ont une dette à long terme. On l'espère pour eux qu'ils vont pouvoir mieux gérer ces dettes à long terme avec ce temps supplémentaire à leur disposition. Alors ça peut ressembler, ça peut ressembler à une fuite en avant, s'endetter pour pouvoir continuer à vivre. Il faut avoir une distance critique par rapport à ça, d'autant plus que le Barça s'est à nouveau endetté vraiment sérieusement au début de l'hiver, cette fois à hauteur de 1,5 milliard pour construire leur nouveau stade. Mais j'avais insisté longuement dans la vidéo qui concernait les clubs de foot et la dette sur le fait que ce qui compte, c'est pas tant la magnitude de votre dette, mais c'est votre capacité à la rembourser et est-ce que la dette elle est sous contrôle ou pas, est-ce qu'elle est viable ou pas. On espère pour le Barça que cette dette à long terme qui est très importante, ils arriveront à la rembourser, que cette fois ils ont mieux fait les choses. Deuxième aspect, les liquidités. Ils ont en partie réglé ce problème de liquidité à l'automne passé parce que le prêt qu'ils avaient fait avec Goldman Sachs durant l'été, il y avait aussi une partie qui leur permettait d'avoir du cash pour financer certaines opérations. C'est notamment comme ça qu'ils avaient réussi à faire le transfert de Ferran Torres et quelques autres transferts à l'hiver. Il y avait eu certains départs avant qui avaient pu
un peu alléger les comptes, si on peut dire, et avoir un peu plus d'argent à disposition pour le Barça. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la période actuelle, et plutôt que de se dire, ok, on est généralement garanti de finir deuxième de Liga. Ça, c'est une qualification pour la Ligue des Champions, et il va y avoir une reprise économique, on l'espère, finalement ça semble pas vraiment être le cas, post-Covid, qui va faire qu'on va se mettre à générer à nouveau de l'argent, les gens vont consommer à nouveau, et ça ira mieux pour nous, petit à petit on aura de l'argent pour acheter des joueurs, on va reconstruire les choses petit à petit. Le Barça s'est dit, on n'a pas le temps d'attendre, il faut qu'on soit à nouveau compétitif tout de suite, et pour ce faire, on a besoin de liquidité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été assez agressifs, et Joan Laporta parle toujours de 2 leviers que le Barça va ou est en train d'activer. C'est assez intéressant. Le premier levier consiste à avoir vendu pour 207 millions d'euros 10% des droits TV qui proviennent de la Liga pendant 25 ans à un fonds d'investissement qui s'appelle Sixth Street. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le Barça, ils ont touché 207 millions d'euros tout de suite. En échange, pendant 25 ans, chaque année, ils vont donner à Sixth Street, ils vont payer à Sixth Street plutôt, 10% des droits TV qu'ils reçoivent de la Liga. Pour le deal actuel de droits TV en Liga, c'est 16 millions par année. Alors ça aussi, on peut le critiquer parce que, selon une formule qu'on utilise souvent en Espagne, ça peut sembler être aussi du pain pour aujourd'hui, de la faim pour demain. Parce que là, c'est cool, on touche 207 millions d'euros, mais pendant les 25 prochaines années, on va devoir donner 10% des revenus qui proviennent de la Liga à Sixth Street. C'est un manque à gagner de 10% chaque année. Alors, on peut estimer que le Barça a été rationnel, évidemment, et qu'ils se sont dit qu'à long terme, ce serait profitable parce que cette perte de 10% chaque année, ils arriveraient à la compenser par autre chose, notamment les nouveaux revenus générés par le stade, même si je ne suis pas hyper convaincu par certains chiffres qui sont avancés, mais bref, ça ne concerne que moi, ou alors une augmentation, par exemple, des droits TV qui proviennent des compétitions européennes, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, ça a été validé par les socios, ça, donc il y a légitimité démocratique à ça, et ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'ils veulent activer le deuxième levier qui est cette fois de vendre 15% des droits TV qui proviennent de la Liga, mais pas pour 207 millions d'euros cette fois, pour entre 330 et 400 millions d'euros. Ça veut dire que là, tout de suite, sur un mois à peu près, le Barça pourrait se retrouver avec 600 millions d'euros dans ses caisses et que sur 25 ans, eh ben, chaque année, ils devraient donner 10% de leurs droits TV aux personnes qui leur ont donné cet argent actuellement. J'ai pas réussi à confirmer l'information, mais c'est possible qu'il y ait une clause dans le contrat qui fait que le Barça, à un moment donné, peut racheter ses droits TV, comme ça ils n'auraient plus besoin de payer chaque année 10%. Du coup, ça, c'est une façon qui permet au Barça d'avoir des liquidités à l'heure actuelle. Le deuxième deal, le deuxième levier, il n'a pas encore été activé, je répète, mais il va le faire. Laporta, je pense, ces jours, en tout cas, c'est vraiment dans l'air. Troisième levier, on pensait que celui-ci serait activé fin mai, mais il n'a pas encore été activé et on verra s'il sera activé ou pas. C'est la vente de 49,9% de Barça Licensing and Merchandising. BLM, c'est une division du club qui s'occupe des licences et des produits du merchandising du FC Barcelone. Donc vendre 49,9% de cette division à une société ou un fonds d'investissement. En fait, cette vente d'actifs, c'est quelque chose qui est assez présent dans le football ces temps parce que 17 clubs de Liga ont signé un deal avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle CVC, un peu pour le même principe. Le Real Madrid, lui, a vendu 20% des revenus d'exploitation de son futur stade contre 360 millions qu'il va toucher tout de suite, qu'il a déjà touché. On verra si à l'avenir cette pratique qui consiste à vendre des actifs pour toucher de l'argent que vous allez investir, ce qui devrait produire un retour sur investissement, sera quelque chose qui sera positif pour les clubs ou si alors en fait à l'avenir il y aura juste des manques à gagner de 10, 15, 25% chaque année et si ce sera une épine dans le pied des clubs ou non. La dernière chose qui permet un apport en liquidité, c'est le contrat de sponsoring qui a été fait avec Spotify, le plus grand de l'histoire du club. Ça comprend aussi le naming du Camp Nou. Ça fait du cash pour financer les transferts que le Barça aimerait faire cet été. Le dernier élément, le troisième, c'est celui de la limite salariale. Actuellement, Rafinha, Kessié, Christensen, est-ce que le Barça peut les inscrire auprès de la Liga? Est-ce qu'ils peuvent disputer des matchs officiels avec le Barça? Non, ils peuvent pas. Comment ça, ils peuvent pas? Bah oui, parce que la limite salariale du Barça, elle est de moins 144 millions, elle est négative parce que la Liga avait fixé une première limite, puis le Barça a eu encore plus de pertes que ce que la Liga avait prévu, du coup on est à moins 144 millions. Le fait d'avoir plus de pertes, c'était prévu, c'est une espèce de stratagème que les dirigeants ont fait, bref. Et la masse salariale du Barça, elle est de 506 millions d'euros. Vous voyez, l'écart, il est absolument
disproportionnée. Alors pour inscrire ces nouveaux joueurs, le Barça il a deux solutions. Soit il réduit sa masse salariale, et ça c'est un objectif des dirigeants qui aimeraient la faire passer de 506 millions à 400 millions, parce que la masse du Real Madrid, elle est à 400 millions. Il y a aussi le fait que le Barça prévoit de vendre des joueurs, il a déjà augmenté ses revenus grâce au sponsoring. En plus, il a fini l'exercice comptable passé avec un solde positif, et ça c'est bon pour que la limite salariale soit revue à la hausse. Bref, ce premier élément, ça permettrait de revoir la limite salariale à la hausse de la part de la Liga. Le Barça, cette fois, sa masse salariale, elle serait inférieure à sa limite salariale. Tout est bien qui finit bien, on peut inscrire les joueurs. Deuxième éventualité, c'est pas le cas. On n'arrive pas à réduire la masse salariale autant qu'escompté. La masse salariale est toujours supérieure à la limite salariale. Dans ce cas-là, il y a tout de même une possibilité pour inscrire les joueurs, c'est la fameuse règle du 1/4 qui cette année est transformée en règle du 1/3. Pour chaque euro économisé, vous pouvez en investir 1/3. Si le Barça veut faire un transfert à 1 million, il faudra qu'il ait préalablement économisé 60 millions. Et ça permettrait d'inscrire certains joueurs. La question à son point maintenant, c'est quelle éventualité va se matérialiser. La première, où le Barça, grâce au levier économique, il aura permis de rehausser sa limite salariale, ou la deuxième, où le Barça sera toujours limité. Là, selon les sources, honnêtement, ça varie. Le club, là, il est en train de faire filtrer à la presse que si Frenkie de Jong part pas, il ne pourra pas inscrire ses joueurs, mais plus tôt dans la saison, Tebas avait dit que Tebas, président de la Liga, que si le Barça arrivait à dégager 500 millions grâce au levier, la limite salariale serait revue à la hausse, et là, le Barça aurait de la marge. Bref, c'est un peu une question de propagande aussi ces temps, et je n'arrive pas à avoir le discernement nécessaire pour vous apporter une réponse. Mais c'est ce qui va rythmer l'été du FC Barcelone. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le Barça a fait les devoirs pour pouvoir signer des joueurs cet été. L'argent, ils l'ont. La question du titre de la vidéo, d'où est-ce que l'argent vient? Est-ce que le Barça a de nouveau de l'argent? La réponse c'est oui, et on a vu d'où l'argent venait. Est-ce que tout ça c'est sain? On verra dans quelques années. Je répète, ce que le Barça fait là, il y a une légitimité démocratique parce que les socios ont confirmer cette façon de faire là, mais est-ce qu'à long terme ce sera sain pour le Barça? Est-ce que cette façon de faire qui est de dire on verra dans quelques années, pour l'instant on a l'argent, c'est véritablement ce dont le Barça a besoin? Est-ce que c'est pas ce dont le Barça a souffert sous Bartomeu? J'espère que Laporta a mieux fait les choses, et je pense que Laporta a mieux fait les choses. Clairement, il est entouré de gens beaucoup plus compétents, mais on verra dans quelques années. Ça dépend de tellement de facteurs, notamment de la capacité à générer de nouveaux revenus, des résultats sportifs, de la conjoncture, bref, plein de questions. Mais en tout cas, là, le Barça, l'argent, ils l'ont. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été suffisamment clair. C'est pas facile forcément de vulgariser ces questions-là, mais j'espère avoir pu répondre à cette grande interrogation que beaucoup de personnes ont au sujet du FC Barcelone. Vous dire aussi qu'en fait, la vidéo d'aujourd'hui, je pensais la faire sur Joao Sacramento, qui est le nouvel adjoint de Christophe Galtier au PSG, mais j'ai trouvé une super vidéo qui en parlait déjà en fait d'une chaîne que je connaissais pas, alors je vous mets la capture d'écran et le lien de la vidéo en barre d'infos. Et la semaine prochaine, du coup, on parlera d'un nouveau sujet, une histoire aussi, que j'ai découvert il y a pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!